2 ans à peine, et voilà déjà que le système des allocations familiales en inquiète certains. Il faut dire que l'enveloppe ne couvre pas les dépenses. Le déficit pourrait atteindre 100 millions d'euros. Alors est-on trop généreux à Bruxelles? Faut-il revoir le montant où certains bénéficiaires d'allocations familiales? Comment se fait-il que la capitale soit plus en difficulté que d'autres régions? Bienvenue sur le plateau de Versus, votre émission de débat. Et pour échanger sur cette question importante et concrète pour beaucoup de monde, Christophe Cocu, bonjour, vous êtes le directeur général de la Ligue des familles. Maxime Fontaine, bonjour, vous êtes un spécialiste des finances publiques, vous officiez à l'ULB, où vous êtes chercheur. Et puis la question est aussi politique. Delphine Chabert, vous êtes là aussi pour cet aspect, puisque vous êtes députée bruxelloise, membre du Parti socialiste, et face à vous, David Leister, député bruxellois, maire, président des libéraux de la capitale. Vous intervenez tous quand vous le voulez, et que je vous donne la parole. Mais Monsieur Cocu, qu'est-ce qui vous plaît tellement dans ces allocations à Bruxelles? Le système n'est pas tout à fait identique à celui des autres régions, les montants en tout cas. Donc, en effet, ce qui nous plaît déjà, c'est qu'il y a une politique envers les familles, que des 4 systèmes, c'est un de ceux qui luttent le mieux contre la pauvreté infantile. Il faut quand même savoir que ces politiques dont on parle ici maintenant ont été mises en place il y a plus de 100 ans, sur demande de la Ligue des familles. C'était vraiment une revendication pour que, à la base, les enfants puissent avoir les moyens nécessaires. Ce qui nous plaît aussi, c'est que c'est un système où le gouvernement précédent a décidé d'investir. C'est-à-dire que c'est un système où le gouvernement va dépasser l'enveloppe qu'il reçoit du fédéral pour pouvoir mieux soutenir et lutter contre la pauvreté infantile. Et concrètement, c'est combien? C'est un montant de base, il y a des suppléments, mais voilà, pour les gens qui nous regardent, certains savent précisément combien ils reçoivent en allocation, d'autres c'est moins clair sans doute. Donc j'ai pris un petit copion parce que c'est pas le système le plus facile. Donc il y a un montant de base que tout le monde reçoit, indexé aujourd'hui de 165,62 €. Et puis il y a des suppléments liés aux revenus. Si vous gagnez moins de 35 000 €, vous avez un supplément de revenus. Si la situation familiale, soit de famille monoparentale, soit en couple, suivant le nombre d'enfants, il y a des suppléments, suivant l'âge des enfants, avec des tranches différentes jusqu'à 25 ans. Et donc c'est tout ça qui vous plaît, c'est cette idée qu'à un moment donné, on va adapter aussi à la situation réelle des familles, c'est ça qui plaît à la Ligue. Ce qui plaît, c'est qu'on sait qu'une politique comme ça, elle est acceptable quand on soutient tout le monde, mais que dans tout le monde, il y en a qui ont besoin d'être plus soutenus pour que les enfants puissent être au-dessus du seuil de pauvreté. Et c'est ce système-là qui nous plaît. Maxime Fontaine, d'autres régions ont fait d'autres choix brièvement. Ça leur permet en fait de contrôler leurs dépenses quelque part. C'est ça qui fait qu'on s'inquiète peut-être plus à Bruxelles qu'en Flandre. Oui, effectivement, là, ce qui a été dit est vrai. On est ici dans le cadre d'une réforme plutôt ambitieuse quand on compare avec la région flamande, surtout. Toutefois, juste pour revenir sur certains points, c'est ambitieux et c'est vrai que c'est un outil qui fonctionne très très bien dans le sens où ça réduit donc le risque de pauvreté des familles avec enfants. C'est vrai aussi donc on a été plus loin. Toutefois, il y a une étude du Bureau du Plan qui est sortie donc en 2021 qui montre qu'en fait, cet effet sur le risque de pauvreté est quand même assez marginal suite à cette réforme-là. Donc, il serait de l'ordre à Bruxelles de 1,1 point de pourcentage. Donc, ça veut dire qu'on baisse grâce à cette réforme ce taux de risque de pauvreté, mais qui reste quand même relativement élevé à 26,8%. Ça tape à côté, ça n'aide pas les familles. Je dirais pas que ça n'aide pas. Je dirais pas que ça n'aide pas. Je dis que de manière globale, ça fonctionne très bien, mais il faudrait pas surestimer cette réforme qui a des effets finalement relativement marginaux, principalement par rapport aux montants, donc comme ça a été dit, qui ont été consentis, quoi. Delphine Chabert, on tape à côté, on a voulu aider les familles les plus pauvres et puis finalement on est dans tout le monde, on n'aide pas ceux qui en ont le plus besoin. Donc, en effet, comme ça a été dit par M. Cocu et confirmé, ça a été un choix politique fort en fait, du gouvernement précédent et confirmé par le gouvernement actuel d'investir dans la lutte contre la pauvreté. J'ai, comme vous, lu cette étude du Bureau du Plan et j'avais interpellé le ministre Claire Failly en charge des allocations familiales. Oui, on a une première évaluation, mais c'est beaucoup trop tôt, puisque aujourd'hui, il nous faut 2 ans pour savoir combien coûte le système et quels sont les effets du système en matière de lutte contre la pauvreté. Donc cette enquête du Bureau du Plan est indicative peut-être sur une tendance. On aura les chiffres à la fin de cette année, à fin 2022, puisque comme les suppléments sociaux, c'est ça la grande nouveauté,
de ce système qui a été choisi à Bruxelles, c'est qu'on va aider les travailleurs pauvres. Avant, c'était un statut, invalide, chômeur, etc. On avait des suppléments. Là, aujourd'hui, on octroie des suppléments aux travailleurs pauvres. Mais on ne sait pas combien on a de travailleurs pauvres. Et donc, on saura à la fin de cette année, quand on aura eu 2 avertissements extra drôles, combien de personnes on a pu aider et surtout combien on a pu sortir de la pauvreté. Mais vous ne contestez quand même, pas qu'on aille vers un déficit. Le ministre Gatz évoque 100 millions, c'est quand même conséquent. En fait, on a interrogé le ministre Gatz et on aimerait bien qu'il nous dise comment il a calculé ces chiffres, puisque personne ne comprend ces chiffres. Personne ne comprend ces chiffres, et pas même l'administration qui ne sait pas dire aujourd'hui combien coûte le système, puisqu'il va y avoir des régularisations cette année par rapport à ceux qui ont trop perçu ou pas assez perçu des suppléments sociaux. Donc on ne sait pas combien ça coûte et on ne sait pas combien ça va coûter. Et donc cette sortie était vraiment prématurée, puisque ces chiffres, il faut qu'il nous explique, et donc on va le questionner en commission pour qu'il nous explique. Il faut qu'il nous explique comment il a calculé, et puis sur l'évaluation du système, elle aura lieu fin 2022, et alors on verra si ça coûte trop cher. Et si ça coûte trop cher, je rappelle que c'est un choix, et c'est un choix que moi je trouve courageux et que je soutiens, et alors on attendra du ministre des Finances qu'il mette des solutions sur la table pour combler ce coût qui n'est pas un déficit, c'est un investissement dans la lutte contre la pauvreté des enfants qui est quand même un vrai fléau à Bruxelles. Hein. C'est plus de 4 enfants sur 10 sous la pauvreté. David Leyster, du côté de l'opposition, on regarde ça comment? Avec inquiétude, on s'amuse du fait qu'un ministre fasse une sortie puis qu'un parlementaire de la majorité l'interpelle là-dessus en disant mais on n'est pas d'accord, objectivez vos chiffres, monsieur le ministre? Ça, on a l'habitude dans ce gouvernement actuel, mais c'est un autre débat. On ne va pas s'amuser que potentiellement il y ait une réforme des allocations familiales qui soit sur la table. Personne ne se réjouit de ça. Je pense que, et on a été les premiers à le dire même dans le précédent gouvernement, on est en opposition depuis un moment, mais que la réforme à Bruxelles est ambitieuse. Elle est progressiste et c'est vrai, c'est un des outils pour lutter contre la précarité. C'est aussi un des outils qui aide pas mal de classes moyennes aussi. Et on sait qu'à Bruxelles, on a quand même un problème pour garder cette classe moyenne, donc il ne faudrait pas qu'on touche à ça non plus. Et donc je ne pense pas que c'est les allocations familiales qu'il faut réformer. Nous, évidemment, ce qu'on dit, c'est que, et ça tombe bien, c'est le même ministre, c'est une réforme du travail qu'il faut pouvoir avoir. Parce que si on veut avoir, à un moment donné, des ambitions qui sont élevées, à savoir des allocations familiales qui sont en effet progressistes, ambitieuses, il faut donner les moyens. Et une des manières de se donner les moyens, c'est aussi d'avoir un taux d'emploi plus élevé, et donc plus de recettes pour le gouvernement, pour la région bruxelloise, qui permettent de financer cette ambitieuse allocation familiale à Bruxelles. Maxime Fontaine, il y a des mécanismes pour limiter un éventuel déficit. Delphine Jabert nous dit qu'elle attend de voir de combien il sera, s'il sera vraiment aussi important. Comment font les autres régions ? On peut par quelques clés de finances publiques que vous connaissez bien et que vous enseignez aux étudiants à l'ULB, éviter que le déficit n'atteigne les montants évoqués par Sven Gatz ? Alors oui, effectivement, mais peut-être que la question qui se pose ici, c'est premièrement, il y a une question sur les dépenses. Est-ce qu'elles vont évoluer rapidement ou pas ? Il y a une question qui se pose aussi sur les recettes, de se dire, est-ce que, voilà, et ça c'est vrai que cette dotation, parce qu'on c'est vrai, il y a le marché du travail qui pourrait rapporter certaines ressources en plus, mais il faut bien savoir que même avec de l'emploi en plus, les ressources qui reviennent à la région et à la COCOM, c'est 0. À la région, ça reste quand même relativement faible. Par contre, parce que ici, on est dans un système financé par une dotation qui représente effectivement la grosse partie, pour ne pas dire l'immense majorité. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut aller voir. Quelles sont les techniques qui existent pour limiter un dérapage ? Que font les Wallons, les Flamands, que ne font pas les Bruxellois ? Sur les recettes, comme je disais, il y a assez peu de choses à court terme à faire. Ça peut jouer un rôle, mais alors encore faut-il voir entre la région et la COCOM. La dotation avec le fédéral. Alors, ça, évidemment, c'est très compliqué parce qu'il faut des accords institutionnels. Je vais direct. Est-ce qu'on peut geler, par exemple, l'indexation ? Est-ce qu'on peut geler l'indexation des allocations familiales ? Christophe Cocu retient son souffle, il aura la parole dans un instant. Mais est-ce que c'est légalement, techniquement faisable ? C'est faisable, la Flandre l'a fait. Et alors, évidemment, c'est une technique très, très appréciée parce que c'est très, très indolore dans le sens où vous ne voyez pas Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est indolore, en tout cas invisible dans un premier temps, parce que la personne ne voit pas son montant baisser. Par contre, effectivement, en termes réels, donc si vous corrigez pour l'inflation, vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne pourrez pas acheter autant de langes, autant de petits pots, si vous en voulez. Christophe Cocu, c'est quelque chose auquel vous êtes attentif, vous, à la Ligue des familles, c'est une espèce de casus belli, pratiquement Oui, bien sûr, le saut d'index, qui soit sur les salaires ou sur les allocations plutôt sociales, se pose un vrai souci de pouvoir d'achat. Ici, en quelques mois, je veux dire 8-10 mois, on est monté quasi de 8%.
d'inflation. On s'échangeait les chiffres tout à l'heure, juste avant. On pensait qu'on était à 150 €. On est à 162 aujourd'hui. Ça veut dire que cette inflation, c'est 12 € par mois, par enfant. Ce n'est pas rien. Et surtout pour ceux qui savent que ça fait 12 € par mois de différence. C'est vrai que les familles les plus aisées, pour elles, c'est un appoint dans leur budget nécessaire, mais qui reste un appoint. Pour les plus précaires, donc celles qui bénéficient des suppléments et qui seront aussi très heureuses de voir continuer l'indexation, pour elles, elles vont compter chacun de ces euros. Maxime Fontaine, pardon. J'allais vous appeler Maxime Finance, mais parce que c'est vraiment votre domaine. On a des études là-dessus, sur la façon dont les Bruxellois, finalement, allouent leurs allocations qu'ils perçoivent. Et effectivement, il y a eu une grosse étude qui est sortie en 2016, réalisée par Famille Fed, qui montrait notamment que certaines familles arrivent à mettre de côté ce montant-là, mais avec des différences évidemment très fortes en termes de revenus. Pour les familles qui gagnaient moins de 1 000 € par mois, il n'y en avait que 3%, alors que pour les familles qui gagnaient plus de 5 000 € par mois, on était ici à 37%. Donc 37% des familles qui disent pouvoir économiser le montant de leurs allocations si elles gagnent plus de 5 000 €. Voilà, Delphine Chabaria, 37% des familles qui mettent de côté ce qu'elles reçoivent. Est-ce qu'on utilise bien cet argent-là? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de donner à des familles qui sont plus dans le besoin? Ça justifie le choix qui a été fait par ce gouvernement, enfin par le précédent et confirmé là, d'avoir renforcé les suppléments, donc des suppléments sociaux en fonction des revenus, c'est-à-dire sur les personnes qui ont des faibles revenus, qu'ils travaillent ou pas, ils vont avoir des suppléments. Cette étude de Famille Fed qui précède la défédéralisation, donc ça précède le choix qui a été fait à Bruxelles, qu'on ne peut pas encore évaluer parce qu'on n'a pas les chiffres, mais ça plaide justement dans le sens de renforcer ce côté redistributif, ces suppléments sociaux qui vont aider, comme le disait M. Cocu, les familles qui en ont le plus besoin. C'est vraiment ça qu'il faut aller. Et on le disait, ça a été dit, mais je rajoute aussi que la crise sanitaire est passée par là et que les allocations familiales sont une ressource cruciale. Des parents nourrissent leurs enfants. Et quand on disait l'indexation, c'est pas anecdotique pour certaines familles. Non, ça n'est pas anecdotique. Et vous le savez, dans les caisses d'allocation familiale, quand ça arrive très rarement, mais ça arrive, elles payent avec 1 jour de retard. C'est une catastrophe. Et la Ligue des familles, son standard explose. Donc voilà, il faut vraiment mesurer l'importance de cette politique-là. Et dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on a aussi des études qui ont démontré que dans les outils de lutte contre la pauvreté, l'allocation familiale est la politique la plus efficace en matière de lutte contre la pauvreté infantile. C'est celle qui vise le plus juste si elle est redistributive. Et donc ça va dans le sens de renforcer ce modèle plutôt que de remettre en question, je ne sais pas sur quoi, mais en tout cas certainement pas sur les suppléments sociaux. En tout cas, on verra si dans... Et la petite classe moyenne qui bénéficie de cette allocation de base des 160 et quelques euros serait en difficulté aussi si on la baissait. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment bien mesurer toutes les données du problème. David Leister, en région Wallonne, a fait d'autres choix. Il y a un autre système d'allocation familiale. Votre parti est, on le rappelle, dans l'opposition à Bruxelles aux affaires en région Wallonne. C'est un modèle dont Bruxelles devrait quand même s'inspirer en cas de réforme, ce qui se fait en Wallonie? Non, je crois qu'on ne bouscule pas des modèles comme ça du jour au lendemain. Celui-là n'a que 2 ans. Oui, mais enfin, avant ça, c'était un autre modèle, c'était le fédéral. Maintenant, le bruxellois, donc on ne va pas rebousculer. Moi, j'entends ce que vous dites. En effet, si on a un taux d'emploi à Bruxelles qui est de 62%. Donc, c'est le plus bas des 3 régions. C'est un fait. Et donc, on est à la veille d'une 7e réforme de l'État où tout va pouvoir être négocié, y compris ce genre de dotation. Si on arrive à en donner au taux de négociation, nous, Bruxelles, avec 62% de taux d'emploi le plus bas des 3 régions, je suis désolé, mais on ne part pas avec toutes les armes pour justement bien négocier. Par contre, si on montre qu'il y a une augmentation de ce taux d'emploi, là, je crois qu'il y a une clé qui peut se renégocier, où en effet, on pourrait financer ces ambitions-là, parce que, et si je peux me permettre, ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, on nous parle des allocations familiales. Il y a quelque temps, on nous parlait du financement du métro. Hier, on nous a parlé du financement de la rénovation des tunnels. Donc, à ce rythme-là, je ne sais pas très bien ce qu'on va encore pouvoir financer à Bruxelles, mais il va falloir faire des bons choix. C'est pour ça que... Non, mais si, parce que progressivement, moi, je me mets à la place du Bruxellois ou de celui qui voudrait devenir Bruxellois. C'est vrai que ce n'est pas très attractif. Ce que vous nous dites là, c'est quoi? C'est que la masse des déficits, celui des allocations, vient s'ajouter à celui des transports publics, etc. Ça vous inquiète? C'est normal, finalement, à un moment donné, que les services publics soient déficitaires. C'est pour ça qu'ils sont publics. C'est parce que ce n'est pas intéressant pour le privé, non? Ça, c'est une vision assez politique de la chose. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que les administrations publiques, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent gérer vos impôts.
nos impôts. Et donc, à un moment donné, elles n'ont pas vocation à être déficitaires ad vitam. Okay. Alors, c'est clair qu'il y a une orthodoxie qui peut être trouvée, qu'il y a des investissements qui sont sains. Maintenant, quand ils sont pérennes et quand ils durent depuis des années, là, c'est qu'il y a un problème de gestion. Oui. Après, investir dans la pauvreté, ça va être aussi faire en sorte que les gens vont davantage contribuer et c'est aller vers une économie plus saine qui elle-même va être plus contributive. C'est là où on parle d'investissement. Quand on est dans les mesures de lutte contre la pauvreté, on sort les gens de la pauvreté et donc ils peuvent rentrer dans le système contributif. C'est vers ça qu'il faut aller. Maxime Fontaine qui a donné la parole et puis Christophe Cocu. Oui, peut-être juste, moi, je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par déficit des allocations familiales. On savait dès le départ que le système serait sous-financé. Exactement. Est-ce que, Non, la non, question, est-ce qu'on a fait, sous-financé, ça dépend est-ce qu'on a fait une ce qu'on erreur entend. stratégique ou pas en attribuant ces montants-là? On est là 2 ans après à se dire, tiens, on pourrait pas, il y a un ministre, c'est pas n'importe quel, c'est celui des Finances, qui s'en Ça s'est pas inquiète, qui a passé fait une comme sortie ça, dans les médias. voilà, je pense que on ça savait s'est dès pas le passé départ comme que le mécanisme était... On savait dès potentiellement le départ qu'il y avait une en dérapage. dotation qui était prévue. Oui. Et qui était, alors là on peut évidemment se poser la question, est-ce que cette dotation est plutôt favorable ou défavorable à Bruxelles? Et là la question c'est clairement que c'est plutôt défavorable par rapport à la Flandre. Alors je peux peut-être expliquer en 2 points. Oui, parce que pourquoi c'est quand le on cas. préparait le débat, il est apparu que les Bruxellois apparemment ont mal négocié et que, voilà, notamment, j'ai découvert ça, que les mauvais résultats scolaires des Exactement. francophones pèsent sur nos allocations Voilà. familiales. C'est ça. Élèves. Donc il y a deux en fait mécanismes qui font que c'est plutôt défavorable à la fois à Bruxelles et à la région wallonne. La première raison, c'est effectivement l'enseignement. On sait que dans l'enseignement de la communauté française, les enfants ont tendance à redoubler plus. Et donc, évidemment, si vous avez une clé qui répartit les montants entre les entités et que cette clé, donc, c'est le nombre d'enfants de 0 à 18 ans, eh bien, si vous vous retrouvez dans un système où les enfants restent en classe jusqu'à 19 ans, jusqu'à 20 ans, continuent à toucher leurs allocations familiales, alors qu'en Flandre, ils rentrent sur le marché de l'emploi, par exemple, mais évidemment, vous ne comparez pas la même chose. De la même façon, si les suppléments sociaux sont effectivement plus élevés à Bruxelles, en région wallonne, pourquoi? Parce que les gens sont plus pauvres, eh bien, ça veut tout simplement dire que l'allocation moyenne qui va être donnée à un Bruxellois sera plus faible que l'allocation moyenne qui sera donnée à un petit flamand. Et donc, par ces 2 mécanismes, la clé de répartition sur base du nombre d'enfants de 0 à 18 ans fait que, en réalité, cette dotation-là est moins On n'a favorable. pas très bien négocié comme francophone. Mais ça a été compensé aussi avec le fait qu'on a beaucoup d'enfants qui sont comptabilisés, puisque la dotation est comptabilisée en fonction du nombre d'enfants qui ne perçoivent pas des allocations familiales parce qu'ils relèvent d'autres régimes, et notamment les enfants des institutions européennes. Donc ils sont comptabilisés, ça veut dire qu'ils ramènent de la dotation, mais ils ne ramènent pas des dépenses. Donc ça a été un espèce de jeu d'équilibre aussi avec ça, et avec le choix d'une transition qui est très coûteuse pour la région maintenant, mais qui va s'éteindre. C'est pour ça que c'est vraiment prématuré de dire que le système, déjà, il n'est pas déficitaire, on ne sait pas combien il coûte, parce que aussi on a fait rentrer beaucoup plus de gens dans le nouveau système, contrairement aux 2 autres régions, et qu'ils vont... et que donc ça va faire baisser les coûts au fur et à mesure. Donc, tout ça peut On s'équilibrer. vient entendre Ça peut Christophe être Cocu technique, qui était très sage depuis le début du débat. Il y a un enjeu tout à fait politique et de bataille de chiffres, etc. Mais il faut quand même se rendre compte que la semaine passée, enfin début de semaine, quand le ministre a fait sa sortie, il y a des familles qui se sont retrouvées directement en difficulté et qui nous ont appelés pour dire qu'ils ne pouvaient pas vivre sans allocation familiale. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est que on peut aussi faire passer le message qu'il n'a jamais été question que le système soit remis en cause dans sa globalité. Et donc je trouve que c'est vraiment important de rappeler ça aux familles qui pourraient écouter ici maintenant, mais qu'il est question plutôt d'ajustement. Nous, les ajustements, on n'en les souhaite pas. Et s'il doit y avoir plutôt une évaluation du système, on demande qu'elle soit mise... Alors, on sait bien que le ministre veut plutôt une évaluation budgétaire. Notre demande, c'est plutôt que cette évaluation, elle soit faite sur les politiques de redistribution, sur la question de la pauvreté infantile, sur comment, en effet, ces moyens qui sont importants et qui ont été défédéralisés il y a 2 ans, arrivent effectivement auprès des familles. Il y a des voix qui s'élèvent, je l'ai aussi vu en préparant ce dossier, pour demander une refédéralisation de cette matière, hein, un système unique, le même, un enfant francophone serait traité comme un enfant flamand ou germanophone. Ces voix, c'est qui? Et est-ce qu'elles ont du crédit pour les 2 politiques qui sont autour de la table? Et d'abord, M. Fontaine, ça existe un vrai discours, comme on l'entend parfois pour les soins de santé notamment aussi? Oui, bien pour sûr. refédéraliser Bien sûr, il y a certains
partis politiques qui soutiennent ça, comme le PDTB, vous avez la FGTB, par exemple, qui soutient effectivement ça. C'est possible, tout est possible dans cette Belgique. Quels sont leurs arguments en disant qu'il faut refédéraliser? Mais qu'on a fait globalement des systèmes qui se ressemblent beaucoup. Et qu'il y a des coûts de gestion qui sont plus élevés, et puis, puisque vous n'avez plus une seule administration, mais vous en avez 4. Vous avez des coûts de coordination aussi qui sont plus élevés, avec des enfants qui quittent par exemple la région bruxelloise, qui vont en région flamande, il faut s'assurer qu'on ne les paye pas 2 fois, donc il faut former des groupes de concertation, qui en plus on voit que la Flandre, par exemple dans ce cas-là, se retire, ça veut dire qu'il y a Bruxelles qui se retrouve seule à financer ça avec la région wallonne, etc. Donc il y a plein de coûts comme ça qui se créent et qui sont effectivement à la base là, de ces... Delphine Chabert, vous répondez quoi au PTB ou au syndicat qui demande qu'on refédéralise? On n'a pas souhaité cette défédéralisation, ça je pense qu'il faut le rappeler. Clairement, on ne la souhaitait pas. Donc voilà, ça a été un choix politique et à un moment qui a été pris. Et ça a été l'opportunité, puisque d'une contrainte, on en a fait une opportunité d'avoir un système plus adapté à Bruxelles. Enfin, si on parle de Bruxelles, la sociologie des familles bruxelloises n'est pas celle des familles flamandes, ni celle des familles wallonnes. Donc on a fait de cette contrainte une opportunité pour avoir un système plus adapté, notamment dans la lutte contre la pauvreté, parce que c'est vraiment une difficulté singulière à Bruxelles. Voilà. Voilà. Christophe Cocu, vous le disiez, des familles vous appellent, regardent, pour elles c'est important, le montant des allocations familiales. Est-ce que la façon dont on prend l'enfant à charge du père ou de la mère, ça a un impact concret? Il faut être attentif à ça, selon qu'on soit marié, selon un régime, ou qu'on soit séparé, ça peut avoir des incidences concrètes, ça aussi? Alors, votre question, elle est un peu floue parce que vous nous avez tout mis dedans. Est-ce que pour des gens qui ont des enfants ou qui vont en avoir, c'est important de voir au nom de quels parents on déclare les enfants à charge? Donc, un enfant égale un enfant, c'est ça la logique de la réforme. C'est la même logique dans toutes les entités. Après, il peut y avoir des différences, puisque les familles monoparentales, par exemple, ont des suppléments. Donc, quand il y a une garde égalitaire, qui est famille monoparentale là-dedans? C'est une vraie question. Donc, a priori, plutôt la personne qui est fiscalement à charge, enfin, qui prend fiscalement en charge les enfants. Et si on est en dessous des 35 000 €, il y a un supplément en plus pour les revenus. Et on vérifie ça où quand on est parent, dans sa déclaration fiscale, auprès de son employeur, auprès de qui? Déclaration fiscale, c'est la caisse d'allocation familiale qui va vérifier votre composition de ménage, s'il y a eu une évolution ou pas. Et alors, dans le cas des familles séparées... Non, voilà, c'est ça, c'est compliqué parce que, en fait, vous dites celui qui l'a domicilié sur sa feuille d'impôt la charge financièrement, mais en fait, c'est souvent pas le cas, souvent c'est partagé. Mais donc ça vaut la peine de le vérifier quand on est parent d'enfant, lequel des deux a son enfant à charge ou pas. Je le dis parce qu'en préparant le débat, on nous a posé la question. Voilà, la réponse est celle. Après, les caisses d'allocation familiale sont vraiment des organismes qui sont en soutien aux familles. Il ne faut pas hésiter à leur demander. Okay. On va passer au dernier tour de table. Il nous faut un jingle avant. À quoi doivent absolument ressembler les allocations familiales au-delà de dans 2 ans, dans 5 ans, dans 50 ans, Christophe Cocu pour la Ligue des familles? Elles doivent toujours être une politique qui soutienne les familles, spécialement les plus précarisées. Ok. Maxime Fontaine, à quoi doivent absolument ressembler cette dépense publique, ces finances que vous scrutez, vous, depuis l'ULB? Je dirais qu'en tant qu'expert, alors, je n'ai pas à me positionner sur cette question-là, parce que, effectivement, pour moi, c'est un choix. Allez, on vous donne votre droit de réserve. Mais les politiques n'ont pas ce privilège-là. David Leister, à quoi doivent ressembler les allocations familiales avant tout? Ouais, c'est un outil parmi d'autres pour lutter contre la précarité. Ça, c'est un premier point. J'insiste bien sur le parmi d'autres. C'est aussi, je crois, une aide qui arrive de manière extrêmement salutaire pour toute une série de petites familles classe moyenne qui ont la chance de devenir parents. Mais c'est sûr que ça nécessite toute une série de coûts, de budget derrière. Et donc, si on peut avoir un petit peu de solidarité en la matière, il faut la maintenir. Delphine Chabert, en 15 secondes, à quoi doivent ressembler les allocations familiales avant tout? Mais pas trop bouger, c'est-à-dire rester un droit de l'enfant, donc une allocation de base la même pour tous les enfants et surtout des suppléments pour les familles qui en ont le plus besoin parce que c'est vraiment efficace en matière de lutte contre la pauvreté. Ça devrait être la priorité de tous. Allez, merci à tous les 4 d'être venus échanger sur cette question, on le redit, concrète et importante pour beaucoup de monde, des allocations familiales. Quel avenir? On le verra, on en reparlera la semaine prochaine. En tout cas, ce sera un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.